Alors, salut YouTube. Alors, j'espère que tu as vu la vidéo précédente sur les polynômes du second degré. C'est une vidéo fondamentale. C'est une étude qui est extrêmement importante dans les applications concrètes et qui reste relativement à la portée de tout le monde en fait. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus délicat, beaucoup plus avancé. Je vais te le présenter de la manière la plus simple qui soit. Mais je veux que tu gardes à l'esprit que, en fait, c'est plus important de comprendre le principe général, mais que tu n'as pas spécialement besoin de t'affoler. Alors bien, si tu es en cours, oui, là tu as besoin de t'affoler parce que c'est quelque chose qui est central dans l'enseignement des mathématiques en France, qui est très dommage d'ailleurs, parce que c'est une approche qui n'est pas négligée, mais c'est pas la seule branche des mathématiques, et puis surtout, on n'est pas obligé d'aimer toutes les branches. D'accord. Bon, quand tu comprends un petit peu la logique derrière et ce qu'on te demande dans le système français, au final, c'est très mécanique et c'est justement ça qui est assez rébarbatif. Par contre, quand tu comprends les applications que ça a et surtout quand tu pousses un cran plus loin, parce que ce que l'autre guignol se plaignait, ouais, les équatifs et compagnie, sauf que la réalité, c'est que personne ne fait les calculs à la main. Du temps de Newton, les gens faisaient les calculs à la main, mais aujourd'hui, on n'utilise que des modèles. Et conceptuellement, alors j'insiste rapidement sur ça parce qu'à un moment donné, il faut quand même rester dans le concret. Conceptuellement, concrètement, tous les scientifiques du monde, tous les modèles scientifiques, toutes les applications, etc., etc., même si sur le papier, ce sont des équations différentielles, dans la pratique concrète, ce sont les ordinateurs, les machines qui font les calculs, et ce ne sont que des algorithmes numériques. Donc les suites sont beaucoup plus importantes finalement que la dérivation, parce que dans la vraie vie, dans les applications, dans les algorithmes, ce sont des suites. Et ça me paraît assez important. Et je ferai un laïus par rapport à un chercheur australien qui est un petit peu en train de tirer à boulet rouge sur la conception des mathématiciens, des mathématiques pures, qui justement vivent un peu trop dans le monde irréel des fonctions continues, de la puissance du continu et compagnie. Mais pour qu'on puisse avoir cette discussion de façon sereine et argumentée, il faut quand même que tu augmentes ton niveau et donc qu'on arrive au niveau du supérieur. Une fois qu'on aura fait jusque la prépa deuxième année, on pourra, même au cours de la prépa, on pourra commencer à discuter de ces choses-là. Et ne t'inquiète pas, on est à la coupe, il n'y a pas d'examen. Là, on est là juste pour que on s'assure que tu comprennes les choses, que tu sois capable de les lire. D'accord. Bon, voilà. Alors maintenant que ceci a été dit, il ne faut pas non plus jeter à la poubelle. C'est, d'un point de vue historique, extrêmement important, et d'un point de vue pas que historique d'ailleurs, puisque c'est la fameuse controverse scientifique pardon, qu'il y a eu entre Isaac Newton et Leibniz. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, prénom, Leibniz. Donc on va dire Newton versus Leibniz, qui ont eu deux approches différentes, mais qui se rejoignent en fait. Et c'est ça la beauté des maths et des sciences en général. C'est que malgré le fait qu'il se soit écharpé, c'était violent. S'il y avait eu un octogone à l'époque, il se serait tapé sur l'octogone. Mais chacun d'eux, c'était tous les deux des génies et tous les deux les travaux qu'ils ont fait, les recherches qu'ils ont faites, ont apporté énormément dans toutes les mathématiques et on s'en sert encore aujourd'hui. Donc il y a pas, il y en a un qui avait raison et l'autre qui avait tort. Non, les deux avaient raison. D'accord. Voilà. Alors, concrètement, on va faire un petit dessin pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors, il faut se rappeler, c'est pour ça que j'ai fait l'approche historique, se rappeler qu'à l'époque, ils n'ont pas GeoGebra. Ils n'ont même pas l'électricité. Ils sont avec la chandelle et avec le papier, et avec les grimoires et compagnie. Et donc, le problème qu'ils ont, c'est comment est-ce qu'on fait pour tracer une courbe. Parce qu'on l'a vu, si c'est une parabole, ça va, on peut déterminer le sommet, mais même la parabole, c'est un peu à la one again, hein, on essaye de faire la courbe, mais c'est pas très propre tout ça. C'est pas très propre. Et donc, ce qu'on voudrait avoir, et d'ailleurs ce qui est utilisé par GeoGebra, ta calculatrice et n'importe quel logiciel, ça va être de dire que, en fait, lorsque on va se faire un zoom, ben, en fait, bah, je pense que tu en as un peu marre de mes dessins pourris, donc on va aller sur GeoGebra, ça sera mieux. Mettons que je trace une courbe. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme courbe? On va prendre une courbe polynomiale, on va prendre une courbe du troisième degré, tiens, parce qu'on a parlé des courbes du deuxième degré. Parlons des courbes du troisième degré, on va mettre ça comme ça. Voilà, ça là a l'air pas mal. Plus, je sais pas moi, 5x. Ou non, non, ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien du tout. Si on fait 0,5, ça fait quoi? Ouais, bof.
Donc finalement, je vais pas mettre de coefficient en x, voilà. Comme ça. Et on va mettre plus 2 peut-être. Non, plus 2 c'est un peu trop, plus un. Ouais, plus un c'est pas mal. Je vais juste zoomer parce que j'aime bien les courbes comme ça, voilà. S'il y a un petit peu des voilà, comme ça, il y a un petit peu des variations. Voilà, on a deux bosses comme ça. Et donc, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va demander, non, c'est pas là, c'est celle-là. On va demander à GeoGebra de mettre une tangente. Alors, peut-être qu'il faudrait lui mettre un point d'abord. Point sur objet, voilà, on va mettre un point qui est là. L'avantage de GeoGebra, c'est qu'on va pouvoir le déplacer, d'accord, tu vois. Et on va lui demander de tracer une tangente, enfin la tangente à ce point. Donc la tangente, si tu ne sais pas ce que c'est une droite qui va toucher la courbe en un seul point. Et donc là, l'idée c'est justement ça, c'est de dire, ben, si on fait un zoom, franchement, la différence entre la droite et la courbe, elle est très petite. Et c'est exactement le procédé qui va être utilisé, c'est de dire que localement, en chaque point, on peut toujours tracer une droite, qui est la tangente, et l'équation d'une droite, ben, c'est tout bête. C'est un nombre fois x plus un autre nombre. C'est beaucoup plus simple que x cube moins 2x carré plus 1. Et encore, là j'ai pris ça, mais j'aurais pu mettre, je sais pas moi, cosinus x, par exemple. On y viendra sur les fonctions trigonométriques. Mais voilà. Et j'aurais pu mettre des trucs plus farfelus, hein, cosinus de, je sais pas moi, 2x moins 1 par exemple. Voilà. Ou soyons fous, on peut mettre x cube ici, voilà. Et pourquoi pas mettre un polynôme à l'intérieur du cosinus, hein, c'est tout à fait... voilà, tu vois les trucs bien, bien fous que ça fait assez rapidement, tu vois. Eh ben, n'empêche que localement, c'est-à-dire quand on est très très proche du point, bah, la tangente et la courbe, c'est à peu près pareil. Donc ça veut dire que ce truc super dégueulasse de cosinus de 2x machin, bidule truc, bah, localement, en fait, c'est juste une équation de droite. Et c'est de cette manière-là que les logiciels construisent les courbes. C'est parce que localement, ils savent que tracer des traits. D'accord? Donc c'est fondamental de se dire, ah ouais, en fait, on peut transformer n'importe quelle courbe localement en simplement une équation de droite. C'est ça, la magie du truc. Et c'est ça son intérêt. Parce que si ça n'avait pas été inventé, on n'aurait pas les GeoGebra pour pouvoir les représenter. Donc c'est très important de garder ça à l'esprit, parce qu'on est à la génération, on a déjà tout est cuit, tout est prêt. C'est tout cuit, on n'a plus qu'à se servir. Et non, non. À la base, ils ont que les équations, parce qu'ils veulent modéliser un phénomène physique, le mouvement des planètes, je sais pas quoi, et ils se disent on va mettre telle variable, et ça nous donne cette fonction-là. Et ils sont tout à fait aveugles. Ils n'ont pas les moyens de le représenter. Donc ils cherchent des outils pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de comment est-ce que devrait se comporter la fonction, et donc comment est-ce que on pourrait anticiper sa construction et son tracé graphique. Sachant qu'encore une fois, la seule chose que l'on sait tracer correctement, ben, il y a deux choses, parce que grâce au compas, on sait tracer les cercles, c'est vrai, mais en dehors de ça, la seule chose qu'on sait tracer, c'est des droites. Donc c'est quand même assez génial de se dire, ah ben en fait, toute fonction suffisamment régulière, mais bon, dans ton esprit, tu peux dire toute fonction, parce que des fonctions qui ne sont pas suffisamment régulières, tu n'en verras pas, peut se décomposer en petits morceaux de droite. Et ça, c'est absolument génial quand on y pense. Voilà. Donc ça, concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Ben, ça se traduit par dire que ce point-là, qu'on va appeler x0, eh ben, on va l'approcher en se mettant un tout petit peu plus loin, en l'appelant x0 plus h. On va mettre ce qu'on appelle un pas. Eh ben, tu te rappelles, ou tu te rappelles pas, parce que je sais plus si je l'avais redit, mais quand il y a deux points sur une droite, si tu veux savoir quelle est la pente de cette droite, c'est-à-dire quelle est l'inclinaison, quel est le coefficient de directeur, bah, si celui-là tu l'appelles B et celui-là tu l'appelles A, tu vas faire ce déplacement-là, et ce déplacement-là, tu vas faire le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc ça veut dire YB moins YA sur XB moins XA. Bah là, tu vas prendre un point qui est sur la courbe, et si cette courbe, son équation, c'est Y égale F de X, eh ben ton truc, ça revient à faire F de X0 plus H moins F de X0, et bah, YB moins YA, ça fait X0 plus H moins X0, ça fait H. Donc voilà, donc ça on l'appellera le taux de variation de la fonction. Et l'idée c'est que plus le point, plus le taux donc, va être proche de 0, plus le point x0 plus h va se rapprocher de x0, plus les deux points vont coïncider, et donc c'est ce fameux taux limite. Et si ce taux limite il existe, on l'appellera f' de x0. Et c'est ça qu'on appellera le nombre dérivé qui correspond au coefficient directeur de la tangente. On va tout de suite le calculer sur des fonctions que tu
connaît. Alors regardons ce qui se passe si on prend la fonction f de x égale x carré justement. La fonction de référence, la parabole classique que tu connais, dont on peut faire rapidement à la main comme ça une représentation graphique comme ça. Bon, même si tu l'as quand même repéré, je suis pas un super dessinateur, hein. Heureusement que GeoGebra existe. Bon, eh ben, du coup, si on fait f de x plus h d'abord, bon, bah, f de x plus h, pardon, le carré il vient après, f de x plus h, ben, c'est juste l'identité remarquable. Et tu vois qu'on y revient un peu souvent quand même à cette identité remarquable là, donc ça fait x carré plus 2xh plus h carré. Bon, bah, du coup, x carré c'est littéralement f de x. Donc du coup, si je fais f de x plus h moins f de x, bah, en fait c'est comme si j'enlevais ce qui était là et donc il me reste ça. Bah, c'est très bien, maintenant si je divise par h, il va y avoir des simplifications. Parce que là je peux mettre un h en facteur. Et là ça s'en va. Et donc ce taux de variation ici, bah, c'est facile, c'est simplement 2x plus h. Et donc sa limite, bah, elle existe. Si je remplace h par 0, bah, ce truc là disparaît, c'est 2x. Donc f' de x, c'est 2x. Tout simplement. Et pareil, si je vais sur GeoGebra, je lui dis, bon, alors ça dégage, on va mettre un truc beaucoup plus simple. Voilà, donc là, on redézoome, voilà. Et si je lui dis de tracer, bah, si je lui dis d'ailleurs de calculer f' de x, il le calcule immédiatement. Ok. Voilà, le point, on peut le mettre là, on peut le mettre un petit peu où on veut, et voilà. Ok, donc taux de variation, c'est fait. Alors les séquences, j'en ai pas spécialement parlé, mais on peut en parler, hein, c'est pas un problème. Une séquence, ça veut dire simplement que tu vas prendre un autre point qui est là, par exemple. Voilà. Et tu as une droite. Bon. Et la séquente, alors attends, ce que je vais faire, c'est parce que si on veut repérer la différence entre la séquente et la tangente, il faut mettre la tangente d'une autre couleur. On va mettre la tangente en orange, par exemple. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le point B va se rapprocher du point A, la séquente que je vais mettre d'une autre couleur, tiens, je vais la mettre en bleu, par exemple. Ou en violet, voilà, je vais la mettre en violet. Donc la séquente va se rapprocher et fusionner avec la tangente au moment où les deux points vont ne faire qu'un. D'accord. Alors là, séquente, comment est-ce que comment est-ce qu'on la calcule? Par définition, de la séquente, le point, il appartient aussi à la courbe, le point B. Donc le point B, ses coordonnées vérifient aussi les équations de la courbe. D'ailleurs, au passage, si on dit que A, il a pour coordonnées x0, f de x0, et B, si on le prend relativement proche. Alors ce qu'on va faire pour que ça soit plus clair, on va les appeler x1 et f de x1. Et après on posera x1 égale x0 plus h. Ok. Voilà, pour l'instant, on s'en occupe pas. On le prend comme ça. Bon, bah, si on le prend comme ça, ils sont tous les deux sur la courbe. Donc l'équation de la droite, hein, la droite AB, c'est une équation affine, hein, donc c'est de la forme y égale à x plus p. Si on suppose, parce qu'on a fait comme ça, par exemple on a notre courbe comme ça, et on a un point là, ou peu importe, on a deux points qui sont là, qui sont proches, ok. Donc on suppose qu'ils n'ont pas la même abscisse, parce que s'ils avaient la même abscisse, vu que leur image, puisqu'ils appartiennent à la même courbe, s'ils ont la même abscisse, ils ont aussi la même ordonnée, hein. Donc le moment où ils ont la même abscisse, c'est le moment où ils sont confondus. Donc à partir du moment où ils n'ont pas la même abscisse, c'est pas une droite verticale, si c'est pas une droite verticale, c'est une droite affine, donc elle est de la forme comme ça. Donc il n'y a que deux paramètres à déterminer, c'est M et P. Bon, ben, ces paramètres-là, on peut les déterminer sans aucun problème. Donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, on fait YB moins YA sur XB moins XA, donc ça revient à faire F de X1 moins F de X0 sur X1 moins X0. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça c'est pour la pente, d'accord, le coefficient directeur. Donc ça concrètement, hein, si notre fonction c'est la fonction carrée, ça fait x1 carré moins x0 carré sur x1 moins x0. Au passage, ça c'est une identité remarquable. Donc on peut remarquer que ça fait x1 moins x0 facteur de x1 plus x0 divisé par x1 moins x0. Et pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a dit que x1 était forcément différent de x0, parce que s'ils ont la même abscisse, ça veut dire que c'est vertical.
Ok, et on a dit que c'est pas la verticale, parce qu'en plus, s'ils ont un abscisse, on a dit que forcément, puisqu'ils appartiennent à la même courbe, ils auraient la même ordonnée. Donc x1 est forcément différent de x0, donc c'est bien justifié de pouvoir diviser par x1 moins x0. D'accord? Voilà. Donc ici, concrètement, ça vaut pas 0, donc on peut simplifier. Donc on obtient x1 plus x0. Donc ça, c'est la pente. Pour fixer les idées, si on se met sur ce truc-là, bon, on va prendre des valeurs 0,86, etc. Hein, c'est dégueulasse. On va dire que, je sais pas, moi, par exemple, on va le mettre. Est-ce qu'on peut le mettre sur. On va le mettre en 1, tiens, voilà. On va le mettre en 1, et lui, on va le mettre pas très loin. On va essayer de le mettre en 1,5. Voilà, on va le mettre en 1,5. Voilà, comme ça nous donne des fractions qui tombent juste. Voilà. Donc on va dire que x0 c'est 1. Donc forcément, f de x0, bah, c'est 1 au carré, donc c'est 1. Voilà, et x1, on va dire que c'est 0,5. Et f de x1, pardon, c'est donc l'image de 0,5, c'est un quart. Donc ça fait 1,5 et ça fait 0,25 et c'est un quart. Ok. Donc du coup, x1 plus x2 plus x0, pardon, ça fait 1,5. Ok. Parce que ça fait 1 plus 0,5, donc 1,5 ou 3,5. Ok. Voilà. Pour dire que c'est concret, donc on a déterminé m et après on peut déterminer p. Donc p, comment est-ce qu'on le détermine? Ben on fait, je sais pas, moi, par exemple, p égale y moins. Enfin, je vais réécrire l'équation ici pour que ça soit clair. Si y égale mx plus p, alors p égale y moins mx. Ok. Et donc ça, c'est valable pour b comme pour a. On va prendre a parce que c'est plus pratique, parce que a c'est coordonné, c'est un. Voilà. Donc m, on vient de le calculer, c'est 3,5. Donc ça nous fait 1 moins 3,5. Bon, ben 1 moins 3,5, ça fait moins 1,5. Voilà. Donc on a l'équation de la séquente AB, c'est littéralement y égale 3,5 de x moins 1,5. Ok. On peut vérifier ça. Alors là, c'est sous la forme d'une équation cartésienne. Bah tiens, au passage, ça fait des rappels de la seconde. On peut calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est, je rappelle, xb moins xa sur yb moins ya. Donc xb moins xa, c'est 1 demi, pardon, moins 1. Et en bas, c'est 1 quart moins 1. Donc concrètement, les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 1 demi, moins 3 quarts. Comme pour calculer les coordonnées d'une équation cartésienne, on a besoin d'un vecteur directeur, on peut prendre par exemple le vecteur directeur u égale moins 4 AB. Pourquoi? Parce que comme ça, 1, on se débarrasse des moins, et 2, on se débarrasse des fractions. Donc ces coordonnées, ça fera 2 et 3. Ok. Et ensuite, on utilise le fait que la droite AB, hein, je rappelle sur les vecteurs, hein, c'est un bon moyen de se rappeler comment est-ce qu'on fait ces choses-là. Cette droite AB, c'est l'ensemble des points M, je vais l'écrire ici, c'est l'ensemble des points M du plan, tel que vecteur AM est égal à k fois le vecteur U, c'est-à-dire que les vecteurs sont collinaires. Hein, collinaires, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même ligne. Ok. Et donc, en particulier, si les vecteurs AM et U sont collinaires, ça veut dire que le déterminant de AM U est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à quoi? Ben, on calcule le déterminant. Le déterminant, c'est x moins xa, donc c'est-à-dire x moins 1, y moins yk, donc y moins 1, et ici les coordonnées du vecteur qu'on a choisi, donc 2, 3. Et ça va être égal à 0. On fait ce calcul-là, et ça nous fait 3 facteurs de x moins 1, moins 2 facteurs de y moins 1, égale 0. On fait le calcul, ça nous fait 3x, moins 2y, moins 3 plus 2, donc ça nous fait moins 1, égale à 0. Voilà. GeoGebra, ils n'ont pas tout à fait la même équation parce qu'en fait, ils ont un multiple. Alors déjà, ils ont fait passer le coefficient de l'autre côté. Donc admettons, je fais passer le coefficient de l'autre côté. Donc ça me fait 3x moins 2y égale 1. Ok. Et eux, ils ont deux nombres négatifs ici. Donc ça veut dire que ici, ils ont ça c'est 3 quarts, d'accord. Donc bah, si je multiplie par moins 1 quart, ça me fait exactement moins 3 quarts ici de x. Ici, ça fait plus 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Ok. Et ici, j'ai multiplié par moins 1 quart, donc ça devient moins 1 quart. Si on l'écrit en écriture décimale, ça fait bien moins 0,75x plus 0,5y égale moins 0,25. Donc c'est bien la même équation qu'ici. Moi j'ai préféré l'équation réduite parce que l'équation réduite, il n'y en a qu'une. L'équation cartésienne, il y en a une infinité puisque on peut multiplier notre équation par n'importe quel coefficient. Ok.
Donc on a bien déterminé une équation de la séquente. Voilà. Ok, séquente à la courbe, ben on le sait. Ok, on sait calculer l'équation de la séquente. Parce qu'en fait, une séquente, c'est rien d'autre qu'une droite, dont on connaît 2 points. Voilà, donc la limite, ça je l'ai fait. La tangente, donc la tangente, ben, si on revient à la notion du nombre dérivé, on a dit nombre dérivé f de x0, c'est la limite de f de x0 plus h moins f de x quand h tend vers 0. Une autre manière de dire ça, c'est si on refait avec x1 et x2, c'est de dire que si on pose, c'est x0 ici, x égale x0 plus h, et donc du coup on se retrouve avec f' de x, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Ok. Donc lorsque cette limite existe, ben, je vais mettre d'ailleurs le f' de l'autre côté, voilà. On va dire que si on enlève le limite ici, on a une approximation. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si ça, ben, c'est le y, on se retrouve avec y moins f de x0 qui est à peu près égal à f' de x facteur de x moins x0. Et donc du coup, on a l'équation suivante. F de x0 plus f' de x facteur de x moins x0. Ce qui est exactement l'équation qui est attendue. D'accord? C'est juste que bon, bah là, au lieu de x0, ils ont mis a. Mais c'est la même chose. Donc ça, c'est le point de vue local. Donc c'est de là que ça vient. D'accord? Je rappelle également, et c'est ça la seule critique pertinente qu'il y aurait à faire du programme de première, c'est qu'effectivement, on n'arrête pas de nous casser les pieds avec la limite sans définir ce que c'est proprement la limite. Il n'y a pas de chapitre sur les limites. Donc ça, c'est un petit peu problématique, puisqu'on l'a vu avec les suites, et on le voit dans la définition de la dérivation. Ça, effectivement, ça c'est critiquable. Je pense que les gens qui ont fait le programme, ils ont un peu déconné là-dessus. D'un autre côté, ouais, disons que si on présente les choses avec un petit peu comme j'avais fait pour les suites géométriques, en montrant que numériquement, ça veut dire qu'on va se rapprocher de 0. Bon, voilà. Mais ouais, ce point-là, j'avoue que c'est un petit peu emmerdant. Alors, fonction dérivable sur un intervalle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on calcule le nombre dérivé, c'est en un nombre particulier. Mais si ce nombre particulier, là, quand on l'appelle x0, hein, donc du coup qu'on ne lui a pas donné une valeur, on ne voit pas d'opération compliquée, c'est-à-dire on ne voit pas de division par 0, on ne voit pas de racine carrée négative et ainsi de suite, bah, ça veut dire que c'est valable sur tout le domaine de définition. Et donc du coup, ça veut dire que c'est valable de façon globale et non pas seulement de façon locale. Donc concrètement, si je reviens à ma fonction concrète, f de x égale x carré, quand j'ai fait le calcul, d'accord, quand j'ai fait f de x plus h moins f de x sur h, bah, j'ai obtenu donc x plus h carré moins x carré sur h. Donc là, il restait 2x h plus h carré divisé par h. Donc du coup, c'est-à-dire il restait 2x plus h. Et donc ça, bah, ça tendait bien vers 2x, et 2x, bah, c'est pas un nombre qui pose problème. Donc je peux affirmer que la fonction dérivée, et non pas juste le nombre dérivé, la fonction dérivée est définie pour toute valeur de x. Donc j'ai bien deux courbes dépendantes l'une de l'autre. F de x égale x carré connaît une fonction dérivée qui est 2x. Ok? Et on peut vérifier que ça confirme le tableau de variation, hein, parce que la fonction carré, elle s'annule en 0, et sa dérivée aussi. Donc traditionnellement, on mettra la dérivée ici, et c'est son signe qui va nous intéresser. Et le signe de la dérivée va renseigner sur les variations. Je vous rappelle, si vous pouvez faire une image mentale, c'est que la tangente, c'est un peu comme un tuteur lorsque vous faites pousser une plante. Vous pouvez mettre un tuteur, c'est-à-dire un bâton, qui va diriger la tige ou le tronc de la plante. Ben, c'est exactement le principe, on peut voir ça comme une sorte de support. Et ben, c'est exactement ça pour la tangente. La tangente fait office de support par rapport à la courbe. Et on sait que lorsque le coefficient directeur est positif, ça veut dire que la droite elle monte, hein, parce qu'on lit de gauche à droite. D'accord? Et ben donc du coup, lorsque ici la dérivée sera négative, ça veut dire que la tangente aura une pente négative, donc que la courbe est décroissante. Et c'est ça la relation fondamentale entre la fonction dite première et la fonction dérivée. Le signe de la fonction dérivée nous renseigne sur les variations
de la fonction première. C'est ça l'utilité fondamentale de la dérivation. C'est de pouvoir anticiper comment va se comporter la courbe. Je rappelle, j'insiste, c'est vraiment très très important pour comprendre l'intérêt de ce concept, c'est que évidemment que Newton et Leibniz, au moment où ils font ça, ils sont en aveugle, ils n'ont que les équations. Et donc ils cherchent des outils pour les aider à construire les courbes. Nous, on arrive avec une approche qui est à l'envers, puisqu'on a déjà les graphiques, on a déjà les calculatrices, etc. Donc on peut visuellement déjà avoir tout. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se casse la tête avec les calculs alors qu'on a déjà tout? Oui, mais sauf qu'en fait, on a déjà tout parce que la machine fait ses calculs pour obtenir et pour tracer les courbes. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la logique de la chose. C'est pour ça que je pense que c'est une aberration que pour les élèves de seconde ou tous les élèves, on fasse regarder des graphiques et des tableaux de variation à partir de graphiques alors que ça n'a aucun sens. Le tableau de variation, il se construit précisément à partir de la dérivée, sauf pour la parabole, parce qu'on avait identifié qu'on avait un sommet, un maximum, un minimum, et ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que la parabole est intéressante. Mais c'est tout. Donc, on peut aller un petit peu plus loin. On peut regarder. Est-ce que si on multiplie une fonction par un nombre, par exemple un nombre k, d'accord, est-ce que cette nouvelle fonction, si j'appelle g de x égale k fois ma fonction, donc par exemple, si je reprends f de x égale x carré, est-ce que si je prends g de x égale 3x carré, est-ce qu'il va se passer des choses différentes? Absolument pas. Parce que g de x plus h, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 3 facteurs de x plus h au carré. Donc du coup, quand je vais faire g de x plus h moins g de x, ça va faire que le 3 il va se factoriser. Et donc du coup, il va sortir du calcul, je vais pouvoir faire tout mon calcul, et j'aurai juste le 3 en facteur. De là à ce que je veux montrer, il n'y a qu'un pas, de façon générale. Si on fait k fois ma fonction, j'ai le k qui va se mettre en facteur, et donc du coup, le nouveau taux de variation, ce sera k fois le précédent. Donc je peux mettre k fois f de x plus h moins f de x sur h. Donc si ma fonction f est dérivable, la nouvelle fonction g égale k fois la précédente, ce sera simplement k fois la dérivée. Autrement dit, k fois f, sa dérivée, c'est simplement k fois la dérivée de f. On dit que l'opérateur de dérivation, parce qu'en fait ça, on le note avec un prime, traditionnellement, mais on pourrait imaginer que c'est une fonction, on appelle ça un opérateur, parce que c'est une fonction qui agit sur les fonctions. On lui donne à manger kf, et elle nous sort k fois le résultat qu'on lui avait donné simplement f. Donc on appelle ça un opérateur linéaire. Alors, il y a deux choses à prouver pour que c'est linéaire. Là, c'est la multiplication par un nombre. Il y a la deuxième chose, c'est que si je fais la somme, si je dis que h, alors je ne vais pas l'appeler h parce qu'effectivement h c'est déjà utilisé. Si j'appelle, je sais pas moi, i de x, ou je vais l'appeler s de x égale f de x plus g de x. Donc la somme de deux fonctions. Et je suppose que ces deux fonctions sont dérivables. Du coup, si je fais s de x plus h, par définition, ça va faire f de x plus h plus g de x plus h. Donc du coup, quand je vais faire la soustraction entre les deux, je vais regrouper les f avec les f et les g avec les g. Et du coup, après, comme c'est la somme de fractions, je peux la découper en deux fractions et du coup, je vais retrouver que chacune des deux est dérivable et donc du coup que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc dérivation de f plus g, c'est la dérivation de f plus la dérivation de g. Donc ces deux choses, ça dit que c'est linéaire. On parle de linéarité de l'opérateur de dérivation. C'est une opération linéaire. Donc vous voyez tout de suite que qu'est-ce qui va arriver? C'est que si g f de x égale ax carré plus bx plus c, en fait si je veux faire la dérivée de ça, ça revient à faire la dérivée de ça, c'est-à-dire donc a fois la dérivée de x carré plus b fois la dérivée de x plus c la dérivée de 1, et la dérivée de 1 c'est 0. Je rappelle aussi que historiquement, la dérivation, c'est vu comme étant la vitesse par rapport à la position. C'est-à-dire le déplacement du vecteur position en fonction du temps. C'est ça la vitesse. D'accord? C'est la différence de position divisée par la différence de temps. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Et donc si la position est constante, il n'y a pas de mouvement dans la position, ça veut dire que la vitesse vaut 0. Donc c'est très logique que la dérivée d'une fonction constante, ça soit 0. Donc là, ça c'est 0. Okay, de la même manière que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse.
Donc si la vitesse est constante, donc il n'y a pas de variation dans la vitesse, l'accélération vaut 0. Ok. Et graphiquement, si le coefficient directeur, hein, ça correspond au nombre dérivé, hein, si le coefficient directeur vaut 0, ça veut dire que l'équation c'est y égale p. Donc autrement dit, c'est une tangente horizontale. Ok. Voilà, tout est lié. Bon, ok, donc ça c'est réglé, très bien. Qu'est-ce qu'on a à dire après dessus? Ah oui, les fonctions carrées, donc ça c'est fait. La fonction cube, donc on va dériver la fonction cube. Donc on a la fonction cube, c'est f de x égale x au cube. Donc on va faire f de x plus h. Donc f de x plus h, c'est x plus h au cube. Alors techniquement, en troisième, vous n'êtes pas censé connaître l'identité remarquable au niveau 3. C'est pas grave, donc du coup, on va revenir au coup d'avant. Le niveau 3, c'est le niveau 1 fois le niveau 2. Bon, niveau 2, on connaît. Donc on va calculer le développement. Voilà. Donc ça fait x carré plus 2x h plus h carré. Voilà, et maintenant on distribue, donc ça nous fait x cube plus 2x carré h plus x h carré. Là ça nous fait h x carré plus 2x h carré plus h cube. Voilà, je rappelle qu'après on va faire la soustraction, donc le x cube va dégager et qu'on va diviser par h. Donc f de x plus h moins f de x, justement comme je viens de l'annoncer, le x cube dégage. On va regrouper les carrés, donc là on a un x carré, là on a un x carré, donc ça fait 2x carré h plus h x carré h, hein, hx carré et x carré h, c'est la même chose. Donc ça nous en fait 3x carré h. Ensuite, x h carré, là on a 2x h carré, donc ça fait plus 3x h carré. Et ensuite on a h cube tout seul. Et ensuite on divise par h, donc ce qui va nous simplifier la tâche, sans vouloir faire d'assonance. Voilà, et donc là, si on simplifie par h, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va rester 3x carré, donc on voit que ça ne dépend plus de h, donc quand h va aller à 0, il n'y a plus de problème. Et ici, il va y avoir 3x h, ça dépend de h, et ça aussi, ça dépend de h. Donc ce terme-là va dégager quand h va tendre vers 0, et donc ce qui montre bien que c'est dérivable sans avoir de problème, parce que 3x carré, on sait calculer pour n'importe quelle valeur de x. Donc on dira que si f de x égale x au cube, alors f' de x sera égal à 3x au carré. Et en fait, pour les gens qui sont un peu observateurs, vous aurez peut-être remarqué qu'on a fait descendre le 3 et qu'on a diminué le degré. C'est exactement la forme générale de x puissance n. X puissance n, quand on le dérive, ça fera n x puissance n-1. Et ça marche pareil pour le x carré. Si on fait x carré, on a bien descendu le 2, et après il reste x, qui veut dire en fait x puissance 1, c'est-à-dire 2-1. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu calculatoire, effectivement, c'est vrai, mais n'empêche qu'au final, on peut quand même facilement s'y retrouver. Alors ensuite, la fonction inverse. J'ai envie de dire l'inverse, si on remarque que f de x égale à 1 sur x, c'est ni plus ni moins que x puissance moins 1, on pourrait essayer d'anticiper. Alors, cette formule, je vous l'ai donnée, je ne l'ai pas démontrée, d'accord? Techniquement, en première, vous n'avez pas les outils pour la démontrer, c'est en terminale qu'on peut la démontrer, d'accord? Donc là, je suis un peu obligé de vous dire, patientez le moment où on arrivera en terminale. Mais du coup, si on anticipe un peu, mais c'est ce qu'il faut faire de temps en temps, il faut essayer de tester des choses. On se dit que, en fait, si on remplace n par point 1, ça devrait faire un truc du style moins 1, x puissance, moins 1, moins 1. Donc autrement dit, si on réécrit ça de façon un peu plus correcte, ça ferait moins 1 sur x puissance 2. Spoiler alert, c'est exactement ça. Mais on va le faire de façon j'allais dire traditionnelle, manuelle. On va le faire comme c'est présenté, sans avoir à connaître cette formule-là. Au passage, petite aparté, mais très très importante, les formules de dérivation, il y a plein de formules différentes, et surtout, pour chaque formule, il y a plusieurs façons différentes de le démontrer. Et ça, en fait, c'est génial, parce que ça vous donne des outils de vérification. D'accord? Alors, en fait, il faut se réjouir quand il y a plusieurs façons différentes de calculer le même objet, parce que ça vous permet de vous assurer que, un, vous comprenez bien ce que vous faites, et deux, que vous vérifiez que vous ne faites pas d'erreur. Parce que tout le monde fait des erreurs de calcul. Il ne faut pas se stresser, tout le monde fait des erreurs de calcul. Alors, le problème, c'est pas de faire des erreurs, le problème, c'est d'être capable de les corriger. C'est la vérification qui est importante. Voilà, bon, alors, donc du coup, ici, f de x plus h, c'est tout simplement 1 sur x plus h. Donc là, du coup, on se retrouve avec des fractions. Bon, quand on fait la soustraction de fractions, il faut se mettre au même dénominateur. Voilà, donc là, le dénominateur commun, il n'y en a pas 36, c'est le produit des deux. Donc lui, il avait du x plus h, donc il faut le multiplier par x, donc ça nous fait x. Et lui, il avait du x, il faut le multiplier par x plus h, donc ça fait moins x plus h ici. Et en bas, ça nous fait x facteur de x plus h. Ok, très bien, on distribue ça, les x s'en vont, il reste moins h sur
x facteur de x plus h. Et on se rappelle que notre but, c'est de diviser par h. Et diviser par h, ça revient à multiplier par 1 sur h, ce qui va faire disparaître ce h. Donc en fait, tout va bien se simplifier, et la vie est belle. Voilà. Donc du coup, ici, on a moins h sur x facteur de x plus h, et du coup, on fait multiplier par 1 sur h, et là, boum, le h s'en va. On se retrouve avec moins 1 sur x facteur de x plus h, et ensuite, comme h va tendre vers 0, il va rester moins 1 sur x carré. D'accord? Donc on a f' de x égale moins 1 sur x carré. Hein. Ici, quand h tend vers 0, bah, ce truc-là dégage, il reste x fois x, donc ça fait bien x carré. Donc là, on voit que c'est pas défini en 0, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas un scoop, puisque déjà, la fonction première n'était pas définie en 0. D'accord? Je vous rappelle, c'est l'hyperbole, hein, celle-là, c'est pas la même que celle-là. D'accord? C'est 1 sur x. Voilà. Et c'est pas du tout la même histoire. Ok? Voilà. Et au passage, on retrouve que GeoGebra a automatiquement mis à jour les informations. Donc la verte, c'est la courbe première, et la rouge, c'est la dérivée. D'accord? Et on voit bien que c'est bien moins 1 sur x carré. Ok? Voilà. Donc ne vous laissez pas impressionner par les calculs. Vous avez plein d'outils maintenant. GeoGebra, il fait aussi du calcul formel. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs de calcul. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voilà, on vérifie en jetant un œil sur le graphique, parce que voilà, je vous ai expliqué, j'insiste encore sur quelle est la logique, mais évidemment qu'on est au 21e siècle, on ne va pas jeter à la poubelle le GeoGebra, bien au contraire. C'est justement ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas la peur et besoin d'être le super génie du calcul. On peut faire des erreurs et vérifier et quand même comprendre en fait. Donc la compréhension ne vous présuppose pas de faire trop de calculs, mais il faut avoir le courage quand même d'affronter les calculs, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de se tromper, c'est pas grave, vous avez les moyens de corriger. Mais par contre, il faut les affronter. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais juste regarder le logiciel, faire le calcul pour moi, et moi j'essaye pas. Parce que vous ne pouvez pas comprendre un calcul si vous ne mettez pas dedans. Et vous ne pouvez pas comprendre le concept si vous n'essayez pas au moins de comprendre la mécanique du calcul. Donc le calcul, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou essaient de faire croire. C'est pas ça le cœur de l'activité mathématique, mais n'empêche que si on ne le pratique pas, on perd quelque chose. On perd une information qui est quand même assez importante. Voilà. Donc ça ne se résume pas de la prouesse de technique de calcul, mais il faut quand même se frotter au combat du calcul. C'est un combat qu'il faut mener. Voilà. Bon bref, donc ça c'est réglé, on a démontré l'inverse. Maintenant, racine carrée, parce que racine carrée, il y a une petite astuce, et spoiler alerte, on va encore utiliser les identités remarquables. Hein. C'est pas pour rien qu'elles sont remarquables, c'est parce qu'on les retrouve partout. Alors, donc, si on prend la fonction racine carrée, au passage, hein, je vous avais déjà dit que racine carrée, en fait, c'est au final x puissance 1/2, et donc, bah oui, spoiler alerte, ça va rentrer dans le moule de la fonction x puissance n, d'accord? Même si en général, quand on note x puissance n, on pense à n entier, mais en fait, c'est à n réel. Voilà. Donc du coup, si on fait la petite expérience comme ça, de penser, de se dire, ah bah tiens, et si on utilisait la formule, est-ce que ça marche? Ben, ça ferait 1/2 ici, ensuite ça ferait x puissance 1/2 moins 1, 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2, autrement dit, ça fait 1/2 x puissance moins 1/2, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Et c'est, spoiler alert, exactement la formule que l'on va retrouver. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer cette formule? Donc, racine de x plus h, et là, on est un peu coincé, hein, si on fait la soustraction. Hein, si on fait f de x plus h moins f de x, racine de x plus h moins racine de x, comment qu'on fait là? Ça n'a pas l'air cool. Bon, ben c'est là qu'on a une petite astuce. Astuce qu'on va mettre en rouge, parce que c'est une astuce qu'il faut connaître, parce qu'elle revient très souvent. On va multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. D'accord? Si on voit ça comme a moins b, eh bien on va multiplier par a plus b. C'est-à-dire donc racine de x plus h plus racine de x. Par contre, c'est pas la fête, on n'a pas de repas gratuit. Si on fait ça, on a changé l'égalité. Donc du coup, il faut immédiatement diviser par la même quantité. Donc on a changé la forme, mais on ne doit pas changer la valeur. Et c'est cette division par racine de x plus h plus racine de x qui garantit de conserver la valeur. Et donc maintenant, on peut appliquer, si ça fait, par contre, si je remets les mêmes couleurs, si ça fait a moins b, a plus b, ça va faire donc a carré moins b carré. Et le carré, ça va supprimer la racine. C'était le but de la manœuvre. Donc chaque fois que vous avez des différences de racine carrée, il faut penser à cette astuce de la quantité conjuguée. Donc là, c'est pareil, boum, ça s'en va. Donc on se retrouve avec, sans les racines, x plus h moins x. Ah ça tombe bien, la vie est belle, il n'y a plus de x. Je rappelle que ça, c'était que la première étape. La deuxième étape, on va diviser par h, et donc le h qui est là va disparaître. Donc tout va très bien se passer. Et ici, on va avoir 1 sur racine de x plus h plus racine de x. Et ça, ce bazar-là, lorsque h va tendre vers 0,
ben, il va rester racine de x plus racine de x, donc ça fait bien 1 sur 2 racine de x, exactement ce qui était annoncé. Autrement dit, si f de x égale racine carrée de x, alors f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x. Alors cette fonction elle est définie partout, sauf en 0. La fonction racine carrée elle est dérivable en 0. Elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. En fait, si on fait le ça redescend pas, hein, c'est une fonction qui est strictement croissante. Si on fait le calcul ici, on imagine qu'est-ce qui se passe si x tend vers 0, on verra l'année prochaine, dans quelques mois plutôt, dans quelques semaines plutôt, quand j'attaquerai le programme de terminale, c'est une tangente verticale. En fait, l'axe des ordonnées, c'est la tangente verticale. Voilà pourquoi c'est pas dérivable en 0. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, donc on a fait carré, cube, inverse, racine carrée. Opération sur les fonctions dérivables, somme, je l'ai déjà fait. Alors produit, on l'a pas fait. Produit, c'est un petit peu technique, donc on va le faire. Juste, je vais faire un petit récapitulatif pour que vous voyez un petit peu les types de fonctions que vous avez vus et leurs dérivés. Parce que c'est un peu les tables de conjugaison, sauf que à la différence, c'est qu'on peut les démontrer. D'accord. Donc si vous n'avez qu'une seule formule à retenir, c'est le coût du nombre dérivé. Hein. Donc c'est f de x plus h moins f de x sur h. D'accord. Donc au final, vous pouvez retrouver toutes les formules. Donc si on a une constante, sa dérivée c'est 0. Donc une constante, c'est-à-dire un réel. Ah, il y a une perte de connexion de la part de Miro. Voilà. Voilà. Si on a une constante, sa dérivée c'est 0. Si on a x, sa dérivée c'est 1. Si on a x carré, sa dérivée c'est 2x. Si on a x cube, sa dérivée c'est 3x carré. En fait, de façon générale, si on a x puissance n, sa dérivée c'est n, x puissance n moins 1. Si on a 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. Si on a, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Racine carrée, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Sachant qu'en fait, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, elles sont toutes, en fait, dépendante de celle-là. Si vous en avez qu'une à retenir, dans ce cas-là, c'est ça. Alors attention, parce qu'après, il va y avoir plein d'autres dérivés. Et quand vous allez voir les fonctions exponentielles, les dérivés des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, les dérivés des logarithmes, etc. Donc, il ne faut pas croire que tout se ramène à ça. Mais ça en regroupe pas mal. Alors, très bien. Donc maintenant, on va supposer qu'on a f et g qui sont dérivables. Et on se pose la question, qu'en est-il du produit? On peut appeler par exemple p de x égale f de x fois g de x. On se pose la question, est-ce que p est dérivable? Bon, il n'y a pas 136 options, hein. On va passer par p de x plus h moins p de x sur h, tout simplement. Donc on va se retrouver avec f de x plus h fois g de x plus h moins f de x fois g de x sur h. Alors là, comme ça, c'est la merde. Si on n'a pas l'idée, on ne peut pas la trouver. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir faire intervenir les fonctions f et g en faisant apparaître, disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire apparaître, disparaître? C'est que l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on se retrouve avec un truc du style f de x plus h facteur de g de x plus h moins g de x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il faut qu'on se retrouve avec moins f de x plus h g de x. Comme ça, ici, on peut mettre celui-là en facteur et on se retrouve bien avec g de x plus h moins g de x. Et ça, on sait que c'est contrôlé parce que ça dérive. Ouais, le problème, c'est que ça, je l'ai soustrait, je ne l'avais pas. Donc, il faut que je l'ajoute. Et c'est pas un problème. Là, j'ajoute f de x plus h g de x. Et cette fois, c'est ce g de x que j'aurai en facteur. Et ça pourra permettre d'exprimer f de x plus h et f de x, qui eux sont contrôlés parce que f est dérivable. Donc c'est ça l'astuce. J'ai fait apparaître, disparaître. Alors je l'ai mis dans le sens inverse parce que je voulais mis directement dans le sens, parce que je connais la démo et que je voulais le mettre directement dans le bon sens. Mais dans le vrai sens, ce serait de mettre ça d'abord et après celui-là ensuite. D'accord? Voilà, donc l'idée de faire apparaître une quantité et de la faire disparaître, on l'a vu pour la quantité conjuguée où on a multiplié, divisé par la même quantité. Là, on a soustrait, ajouté la même quantité. Donc là, maintenant, si on fait ce regroupement, on a une addition ici, donc on peut scinder notre fraction en deux fractions. On peut dire qu'on a la première fraction, c'est f de x plus h, et donc il est en facteur hein, ici. Donc je le mets directement en facteur de g de x plus h moins g de x sur h, plus, donc c'est là où j'ai fait la séparation en deux, plus, et cette fois le facteur commun ça va être g de x, f de x plus h, moins f de x, tout ça facteur de
g de x sur h. Et là, par hypothèse, ce truc-là, ça converge. D'accord, je vais le mettre séparément. Voilà. Ça, c'est le taux de g, on va l'appeler comme ça, taux de g de h. Et ça, par définition, c'est taux de f de h. Et donc, comme les fonctions sont dérivables, on a que taux de p de h va tendre vers f de x fois la dérivée de g, donc g' de x, plus dérivée de f fois la dérivée de g. Donc, c'est dérivable. Donc, le produit p de x, sa dérivée, alors p de x, on va réécrire ce que c'est, p de x, c'est f de x fois g de x, et bien sa dérivée, p', c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x, que souvent on va noter sous cette manière-là. F fois g le tout prime est égal à f' g plus f g'. Voilà. Souvent aussi on utilise aussi UV en disant que ça fait UV le tout prime, U''V plus UV'. C'est la même chose. D'accord? Mais le cœur de la démonstration, il est là. C'est d'avoir l'idée de faire apparaître, disparaître une quantité. Bon, c'est très technique, hein, c'est très technique, hein, faut pas se mentir, hein, c'est très technique. Mais là, c'est la preuve. Là, c'est pas on a appris une formule par cœur, là, c'est on a démontré à partir de la définition. C'est ça l'activité de démontrer, on a prouvé que c'est vrai, que ça marche dans tous les cas. À partir du moment où on a l'hypothèse qu'on a deux fonctions dérivables, leur produit est toujours dérivable. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'une propriété linéaire. Parce que ce n'est pas une propriété linéaire, justement. Voilà. Ensuite, on pourrait faire l'inverse, d'accord? C'est montrer que l'inverse est dérivable. Dans les démonstrations, je ne crois pas que l'inverse, c'est la fonction dérivée du produit. Voilà. D'accord? Parce que, bon, l'équation de la tangente, donc ça on l'a vu. La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, je l'ai montré. Fonction dérivée de la fonction carrée, on a démontré. Fonction dérivée de la fonction inverse, on a démontré. Ah oui, d'accord, le cube, il n'y avait pas la preuve. Bon, ben voilà, moi je vous ai fait la preuve pour le cube. Bon, ça mangeait pas de pain, voilà. Et la dérivée du produit, je vous ai fait la preuve. Il n'y a pas la preuve pour l'inverse, mais il y a aussi la preuve pour l'inverse, il y a aussi des astuces, il y a aussi la composition. Voilà, on peut faire des choses quand même qui sont assez évoluées. Bon, ben là, je pense que ça ira déjà, parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses, mais juste quand même. L'interprétation dans le contexte, pente d'une tangente, vitesse instantanée, coût marginal. Bon, je ne suis pas un économiste, donc je n'ai pas spécialement parlé par rapport à ça, mais c'est voilà, l'élasticité. Il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui s'obtiennent par dérivation. D'accord? Il y a aussi des propagations de population. D'accord? Les mouvements de population, les dynamiques de population sont modélisées par des équations dites différentielles, c'est-à-dire des équations qui font intervenir une fonction première et sa dérivée. Mais comme je le disais en préambule, justement, dans la vraie vie, les modèles numériques, les modèles des ordinateurs, les ordinateurs, ils ne savent pas faire la dérivée. Parce que là, quand on a fait le passage à la limite, hein, ce qui est caché sous le capot, qu'on verra un peu plus quand on fera la terminale et surtout dans le supérieur, c'est cette idée de continuité par rapport au discret. Quand on a les suites, c'est que un après l'autre, c'est un et ainsi de suite. Là, on n'est pas un et ainsi de suite. Là, on est en train de manipuler des courbes et non pas des points. Les suites, c'est point après point. Là, ce sont des courbes. Mais de facto, quand l'ordinateur il trace la courbe, si on zoomait, là j'ai un très bon écran, mais si on zoomait à mort, on va s'apercevoir que il y a des pixels quand même. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas des courbes continues, c'est juste des carrés, c'est des points. D'accord? C'est juste qu'ils sont tellement fins, tellement précis, tellement nombreux, que notre œil n'a pas la capacité de percevoir la discrétion. Au sens de discret, parce qu'on dit les phénomènes discrets ou ponctuels, c'est quand il y a point après point, c'est les suites, d'accord, versus les phénomènes continus où on trace sans faire de coupure. Voilà. Donc ces choses-là sont très techniques, notamment pour les preuves et ainsi de suite, mais c'est aussi c'est une avancée majeure des sciences et on ne serait pas là pour en parler s'il n'y avait pas eu ces avancées. Donc c'est important de se rappeler qu'à la fin des fins, la technologie, la civilisation moderne dans laquelle on vit, elle repose 100% sur les maths. Voilà à quoi ça sert. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Et voilà. Donc comme d'habitude, pouce vers le haut, abonnement, partage, vous connaissez pour le référencement. Et les commentaires, c'est aussi très bien pour le référencement.